Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce webinaire dans le cadre du lancement d'Horizon Europe. Alors le webinaire d'aujourd'hui est un peu ambitieux, hein, on l'a intitulé la recette de la potion magique. Espérons qu'on va arriver à la révéler, cette fameuse recette de la potion magique. Il s'agit en fait d'un échange de témoignages autour des ingrédients d'un bon projet. Nous allons passer en revue un certain nombre de thématiques importantes lorsque l'on monte un projet, essentiellement des projets collaboratifs aujourd'hui, mais un certain nombre de choses, bien sûr, qu'on va aborder pourront s'appliquer à des projets monobénéficiaires. Donc, on va essayer de balayer les différentes thématiques du montage du projet. Donc, on parle vraiment de moment où on identifie l'appel au moment où on soumet le projet. Pour ce qui est de la suite, c'est-à-dire la signature des accords de consortium et puis la gestion du projet lui-même, je vous renvoie sur un certain nombre de webinaires qui ont déjà eu lieu, notamment ceux du point de contact national juridique et financier et qui sont déjà en ligne. Donc n'hésitez pas à les regarder. Il y a également des webinaires complémentaires à celui-ci qui ont déjà eu lieu et qui sont également en ligne sur le site horizoneurope.gouv.fr, donc je vous invite à vous y référer. Alors aujourd'hui, on a souhaité s'interroger sur les ingrédients d'un bon projet parce que il y a de très nombreux participants français qui soumettent des projets en coordination et on en est très content. Le taux de réussite français est bon, il est même plus élevé que la moyenne du taux de réussite européen. Donc ça veut dire que les projets français sont bons, sont inspirés, sont bien construits. Et pour que ça continue, dans Horizon Europe, on a voulu aborder un certain nombre de thématiques et on vous remercie d'y participer. Alors, dans un premier temps, je voulais vous dire qu'on a fait une étude à partir de 200 projets coordonnés en France et on a demandé à ces coordinateurs la suite. Que s'était-il passé après leur projet? Est-ce qu'il y avait une sorte d'effet de levier? Alors, la réponse a été très positive, hein. Quand on a demandé le projet vous a-t-il permis d'accéder à d'autres financements? La réponse a été oui à 72%. Donc, ça veut dire qu'un projet européen en coordination, c'est un début. Et ce n'est pas forcément une finalité. Dans les autres financements, il y avait des financements européens à 42%. Donc vous voyez que finalement, quand on met le doigt dedans ou quand on a goûté la potion magique, on a envie d'en reprendre, hein, visiblement. Des financements nationaux à hauteur de presque 30%. Des financements régionaux ou locaux à hauteur de 5 et 10%. Et enfin, des financements internationaux à hauteur de 5%. Donc, vous voyez que vraiment, il y a tout intérêt à obtenir des projets parce que derrière, très souvent, on va avoir des suites sur ce projet ou sur d'autres projets. Alors du coup, on avait posé l'autre question, après le projet que vous aviez en cours, est-ce que vous avez répondu à un autre appel à projet européen? Et vous voyez que la réponse est très claire, 82% oui. Donc, on a tout intérêt non seulement à monter des projets, mais à monter des bons projets pour avoir ensuite envie de continuer, de recommencer. Et ce n'est pas une surprise et on va justement voir un petit peu derrière les bases d'un bon projet et on va comprendre un petit peu pourquoi on a ce type de réponse. Sur réussir son projet, un petit peu, voilà les thèmes qu'on va essayer de balayer aujourd'hui. La coordination, le consortium, le budget, la rédaction du projet, l'accompagnement, le calendrier, et puis, parce qu'il faut aussi parler des choses qui font mal, gérer un petit peu les échecs. Alors c'est ambitieux, en 40 minutes, on verra ce qu'on arrive à voir. Et bien sûr, posez vos questions en direct dans le chat. Juliette et moi-même, on sera un plaisir de les identifier et puis de les relire. Alors, je voudrais tout de suite présenter nos trois invités qui ont accepté de servir de druide pour la potion magique. Donc, Odile Abraham, qui a reçu le trophée des Étoiles de l'Europe en 2020 pour un projet qui était lié à la mise en œuvre d'un réseau européen de formation par la recherche. Donc, elle a été récompensée pour cela. Odile Abraham travaille à l'université Gustave Eiffel et elle est directrice du laboratoire de géophysique et d'évaluation non destructive. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé? Alors, j'étais à partir du mois d'avril, ça a changé la direction, voilà. D'accord, bon, Mais sinon, on est, c'est avec Campus de Nantes. Je suis sur Nantes. c'est du temps réel et du direct, hein. D'accord, merci beaucoup. Deuxième invité, François Brunier. François Brunier, vous travaillez dans une entreprise qui s'appelle, ou un groupe industriel, je ne sais plus, qui s'appelle Swatec. Soitec. Soitec, Voilà. excusez-moi. J'ai pas vu le tréma sur mon papier. C'est souvent le Et cas, on dit souvent Soitec en français. d'accord.
Et vous avez travaillé, vous avez été récompensé pour un projet européen qui anticipait le basculement des communications sans fil vers le très haut débit. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Référence. Merci. Projet référence. Troisième invité, Bruno Fadi. Vous êtes directeur de recherche, vous travaillez à l'INRAE, INRAE avec un E. Et votre projet, lui, qui s'appelait Gentry, pour lequel vous avez été récompensé, visait à dresser un inventaire des forêts européennes du point de vue de la génomique, de l'écologie et des services qu'elles fournissent. C'est bien ça? Tout à fait. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je propose sans attendre de rentrer dans le vif du sujet. Alors, dans un premier temps, on voudrait parler du programme de travail et plus exactement de comment on fait pour trouver l'appel qui convient. Parce que c'est quand même un peu ça le départ. On a une idée de projet et puis à un moment donné, on se dit est-ce qu'on pourrait avoir un financement européen et comment est-ce qu'on peut trouver l'appel? Alors, je propose, on va commencer par vous, Odile Abraham. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors, pour moi, ça s'est passé d'une façon relativement naturelle, en fait, parce que je participais ou j'avais aidé au montage de projets déjà ITN Marie Curie, donc c'est des projets collaboratifs. Et en fait, j'ai eu plus ou moins une commande de notre direction scientifique ou vice-présidence recherche, on dit maintenant qu'on est Université Gustave Eiffel, en me disant tu voudrais pas en monter un, quand même, on est toujours partenaire. Ce serait bien qu'on soit coordinateur. Et donc, c'est ça qui m'a incité à le faire. Donc, j'ai pas eu à chercher parmi tous les appels vraiment celui qui convenait à ce que je voulais faire ou ce que je pouvais faire. Donc, je suis pas sûre d'être le bon exemple pour la question, pour cette question. C'est pas grave, mais c'était intéressant. Donc, pour vous, c'était une évidence. François Brunier, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire du coup? Alors, oui, donc pour Soitec, en fait, les projets collaboratifs sont une opportunité d'avoir un financement sur nos axes stratégiques d'innovation. Donc, Soitec fabrique des composants, fabrique pas du tout des composants, fabrique des substrats et des matériaux pour la microélectronique. Du SOI qui se retrouve dans les smartphones aujourd'hui, comme ce qu'on a démontré dans référence. Et c'est effectivement, on est orienté vers le call Excel, maintenant qui va s'appeler KDT, parce que c'est un call où les TRL sont un petit peu plus élevés. On parle de pilot line, de ligne pilote, et qui va nous aider à justement pousser ces axes vraiment stratégiques vers des écosystèmes européens, augmenter la visibilité de notre entreprise. On est quand même pas une grosse entreprise, on est 1750 personnes dans le monde aujourd'hui. Et puis, voilà, donc moi, Excel, c'est mon outil de référence. On a monté... j'ai managé 3 projets Excel dans la foulée. L'année dernière, on en a poussé un autre qui a fini premier sur le call. C'était sur le carbure de silicium. Donc, avec Bosch, ça nous permet vraiment d'avoir des partenaires européens et une chaîne de valeur européenne pour pousser la visibilité de Soitec et augmenter la pénétration des produits de Soitec à base de SOI ou de SiC ou d'autres matériaux 3-5. Voilà. Néanmoins, effectivement, on a quand même été dans quelques projets Horizon 2020. Horizon Europe, pas encore, mais on a plusieurs invitations sur Horizon Europe aujourd'hui. Donc, pour les projets Horizon, alors Excel fait partie de Horizon 2020 et KDT fait partie de Horizon Europe, mais quand je parle de projet Horizon, moi j'ai plutôt en tête des projets poussés par les universités et financés à 70% par l'Europe. Et là, je pense que la clé, c'est d'avoir des liens forts avec les RTO, avec des universités, parce que c'est eux qui vont porter les projets, hein. Ce n'est pas les industriels qui portent ces projets-là en général. Bon degré de confiance, des axes stratégiques avec eux, et puis leur amener l'idée qui va faire la différence, hein, qui va inciter
qui va inciter de nouveaux marchés, qui va avoir de l'impact, que ce soit de l'impact sociétal, parce que c'est très recherché aujourd'hui dans Horizon Europe, que ce soit de l'impact sociétal aussi par le Green Deal, par l'écologie, ou de l'impact économique, création d'emplois, etc. Donc, ouais, c'est un petit peu ma vision aujourd'hui. Voilà. Merci. Bruno Fadi, vous voulez nous dire un petit mot sur comment on identifie un appel, comment vous décidez de postuler, de répondre à un appel Oui, alors moi c'est un peu comme le cas d'Odile Abraham, c'est-à-dire que donc, je travaille dans un institut de recherche appliquée, agriculture, alimentation, environnement, et donc on a une cellule Europe en fait, enfin on a des cellules Europe en fonction des thèmes scientifiques, et donc ces cellules Europe identifient assez régulièrement les thèmes qui nous conviennent, font circuler ça dans les labos, suscitent de l'intérêt. Et ensuite, il y a une sorte de dynamique qui se crée en disant, bon, ben, OK, on va répondre. Donc voilà, ça se fait assez naturellement. Et par ailleurs, on a aussi, du coup, on mobilise un réseau de partenaires européens, essentiellement des partenaires d'instituts de recherche, universités, mais aussi des partenaires d'entreprises. Et voilà, ouais, c'est assez naturel, je dirais. Mais l'enjeu, c'est de bien suivre les appels qui arrivent et aussi d'être à l'amont de la rédaction des appels. Et ça, donc, à INRAE, c'est aussi quelque chose qui se fait. Il y a des suggestions de topics qui remontent via les cellules Europe, via le ministère à l'Europe. Très bien, merci, merci beaucoup. Alors peut-être continuer avec une question qui va un peu qui est un peu dans la même lignée. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Alors peut-être Odile Abraham, est-ce que vous aviez une expérience avant en montage de projet? Comment êtes-vous devenu coordinateur de projet en quelque sorte? Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Disons, j'avais participé à des montages de projets, plutôt au niveau Work Package Leader que coordinatrice des projets en question. Et en fait, moi, je suis sur une méthode, je travaille dans un domaine où on fait des méthodes physiques, et j'avais envie, cette fois-ci, non pas d'apporter une méthode en plus des autres, mais de coordonner un projet qui était plutôt centré sur mes sujets de recherche. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, ce serait bien que je passe en coordination, et du coup, pourquoi pas au niveau européen. Donc, c'était pour plus être en capacité de mettre en œuvre des travaux collaboratifs au niveau européen sur des sujets qui étaient plus proches des méthodes physiques que je faisais moi, comparé à d'autres projets dans lesquels je participais, qui étaient financés. Sinon, j'avais aussi quand même été avant invitée à des montages de projets, alors pas sur ITN Marie Curie, sur des sujets qui m'intéressaient beaucoup, mais qui n'avaient pas été financés. Donc, du coup, là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer, et puis montrer ça sur un sujet scientifique plus proche peut-être que de mes centres d'intérêt, que des projets auxquels je participais au niveau français, au niveau ANR. C'est ce qui m'a motivée d'aller vers l'Europe. Et puis bien sûr, quand on n'est que dans un réseau français, on a des relations aussi avec des chercheurs étrangers qu'on côtoie dans les conférences, qu'on apprécie, avec qui on a des discussions enrichissantes. Et là, c'était le moyen d'aller plus loin que ces simples discussions ou des petits échanges ou d'expérimentation, etc., mais d'aller vraiment vers du montage et de la collaboration sur le long cours, en fait. Donc c'est ça qui m'a motivée. Je peux continuer si vous voulez, Juliette. Oui, tout à fait. Je vais aussi redire certainement pas mal de choses que Odile a souligné, mais effectivement, quand à la base, je suis plutôt ingénieur produit. J'ai été responsable de laboratoire de caractérisation à ST Microelectronics, puis à Soitec. Après, je me suis dirigé vers les projets. Les premiers projets que j'ai faits en 2012, c'était vraiment des projets axés innovation avec un axe bilatéral Soitec-CEA. Alors, Soitec, c'est
C'est une start-up issue en 1992 du CEA Leti à Grenoble. Ce qui explique cette proximité, c'est des projets d'innovation axés pour financer l'innovation. Et puis en 2014, on a commencé à rentrer dans des pilot lines, dans des chaînes de valeur européennes par ENIAC, les projets ENIAC, et ça nous a pas mal intéressés. Et on est passé en leadership de projets européens à partir de 2015-2016. Et chaque année, on a proposé des projets pour accroître notre écosystème, notre visibilité. On a changé carrément de dimension. Et pour moi, d'aller vers les projets européens, alors c'est effectivement, ça augmente les interactions, les synergies, l'impact du projet, puisqu'on va pouvoir communiquer avec des partenaires avec qui on n'aurait pas du tout communiqué. Par exemple, dans mes projets, il y a Audi. Audi, ils sont rentrés sur un projet FDSOI en 2017 parce qu'ils voulaient mettre des computing de très faible consommation dans leur voiture et qui soient toujours on. Et puis un jour, ils ont eu aussi une idée, mais voilà, on a besoin de carburant de silicium pour la voiture électrique. Le carburant de silicium, il est fabriqué uniquement aux US à 82% et 17% en Chine. Il faut une supply européenne. Comment on peut résoudre la question? Et ça nous amène de nouvelles idées. Avoir des opportunités de travailler avec des OEM, des clients de clients de clients via les projets européens, c'est quelque chose de fantastique. Et effectivement, je comprends que 86% des gens qui ont goûté au projet européen veuillent y revenir. Bien, je me suis rendu compte en fait que quand j'étais étudiant à Supélec en 1994-95, j'étais déjà dans ce qu'on appelait le réseau BEST, et le réseau d'universités européennes, à créer des événements finalement européens entre étudiants. Et finalement, voilà, c'était sans savoir vraiment, c'était ma vocation. Et puis aujourd'hui, effectivement, c'est plus dur avec la pandémie parce qu'on se voit par Teams. On espère vraiment refaire du face-à-face en fin d'année. On a déjà tout prévu en face-à-face. Je ne sais pas si ça va se faire. Mais c'est une expérience, comme vous dites, inoubliable, quoi. Et puis qui en appelle d'autres. C'est une séquence de projets qu'on va monter ensuite avec le même écosystème, en accroissant l'écosystème et en enrichissant voilà, notre vision industrielle. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, vous parlez beaucoup de cet aspect humain, donc ça nous amène aussi un peu aux partenaires, au consortium. Bruno Fadi, vous en parliez également tout à l'heure. Alors peut-être une question assez générale, comment monter son consortium justement? Est-ce que vous avez un noyau de collaboration? Est-ce que ce noyau était français ou déjà européen? Comment est-ce que vous avez trouvé justement ces autres partenaires? Comment vous êtes monté à l'Europe, comme on peut dire, et comment un peu est-ce que vous avez élaboré tout ça dans cette recherche? Oui, alors le réseau de collaborateurs et les gens qui vont ensuite devenir les responsables de Work Package, donc des activités principales du projet, c'est effectivement la base, c'est extrêmement important. Bon, alors moi je suis pas tout jeune, donc du coup, il y a déjà un réseau de collaboration sur lesquels j'ai pu compter. Alors il faut que le réseau soit un réseau européen, hein, c'est la dimension européenne est extrêmement importante dans le montage du projet. Nous, on avait 7 work packages et il n'y en avait que 2 qui étaient pilotés par des Français. Donc c'est important d'avoir cet équilibre entre des collaborateurs proches et des collaborateurs européens. Pour nous, ça a été aussi l'occasion d'étendre le réseau. Donc, on part d'un réseau qu'on connaît bien, avec des gens avec qui on a l'habitude de travailler. Et là, c'est aussi l'occasion de l'agrandir, d'aller chercher des collaborations auprès de partenaires qu'on ne connaît pas bien. Mais alors, pour nous, c'est dont on a repéré l'activité au travers de publications scientifiques en se disant, tiens, cette personne-là, elle fait des trucs vraiment intéressants. Donc c'est aussi ça l'intérêt, c'est le petit côté nouveauté, alors un peu risque aussi, mais le côté nouveauté qui fait que peut-être ça donne un petit plus au projet. C'est pas la même chose que le projet d'avant. Et ça, au niveau de l'évaluation, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc
le réseau, très européen, le plus européen possible. Le petit plus, je dirais aussi, il faut absolument coller au terme de l'appel d'offres. Donc ça, c'est aussi pour moi un des facteurs de succès. Et puis pas promettre à la lune. Quand on fait des choses qu'on pense qu'il y a un petit risque, il faut le dire, en disant, bon, ça sera vraiment un plus, mais bah, peut-être ça va pas marcher. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important aussi à dire. Donc voilà, question réseau, je pense qu'il faut que le porteur du projet il ait une légitimité aux yeux des partenaires qui sont dans le projet, mais aussi aux yeux de la Commission européenne. Donc ça, c'est un peu important. Donc du coup, c'est plutôt souvent des gens à côté seniors, quoi. Bon, pas super seniors, mais bon, qui ont déjà un tout petit peu fait leurs preuves et qui sont capables d'embarquer d'autres dans le projet qui vont être attirés. Donc voilà, il faut qu'il y ait déjà un minimum de rayonnement au départ. Mais je pense que ça suffit pour que la mayonnaise prenne. Très bien, merci beaucoup. Alors peut-être aussi, pour rester sur cet aspect consortium, par exemple, pour Nofadi, vous étiez, il me semble, 22 partenaires, si je ne me trompe pas, donc c'est beaucoup, c'est vraiment un nombre très important. Donc pour gérer et organiser une telle équipe, ça doit être quand même un gros travail. Et alors, cette question s'adresse à tout le monde, hein, pas qu'à Nofadi, mais comment est-ce que vous vous rencontriez au sein de ce consortium? Quand est-ce que vous travaillez sur des documents partagés? Comment, en somme, vous avez organisé pour travailler au mieux et faire avancer le projet dans les temps? Alors, je vais reprendre la suite. Donc, à INRAE, on a la chance d'avoir un partenaire qui s'appelle INRAE Transfer, donc qui est la filiale transfert d'INRAE. Et du coup, ce partenaire est très aguerri dans à la fois l'aide au montage de projets et la gestion des projets au jour le jour. Donc, pas la gestion financière, parce que ça, c'est à la responsabilité du coordonnateur, mais la gestion des partenaires, le lien, la mise à disposition de facilités de travail. Donc, par exemple, nous, on avait un espace de travail collaboratif pour échanger des documents. Bon, il y a aussi évidemment les réunions annuelles de projet, il y a les réunions 2 fois par an du bureau exécutif, et puis il y a le réseau alors qui contient en fait les responsables de Work Package. Donc, ça c'est une chose aussi pour moi extrêmement importante. Les responsables de Work Package sont des gens sur lesquels on doit absolument pouvoir compter, y compris pour être comment dire, le bâton, dans le sens carotte et bâton, pour rappeler que il y a des échéances, il y a notamment des échéances en termes de rapportage, de bilan de budget, et des choses comme ça qui sont peut-être la partie quand même lourde des projets européens qui doivent être très bien faites, notamment si on ne veut pas s'exposer à des comment dire, être obligé de rembourser une partie du budget à la fin, parce que ça peut arriver. Donc voilà, il y a ce côté-là contraignant, peut-être c'est un peu la différence des projets français ou autres pour lesquels il faut être extrêmement vigilant. Moi, par exemple, Gentry, en ce moment, on a un audit de la Cour des comptes européenne. Donc voilà, ça peut arriver, il faut le savoir. Et donc, on a intérêt à avoir les fiches budgétaires et de temps passé des gens qui soient très claires et très bien faites. Donc, voilà. Donc, du coup, avoir un gestionnaire qui aide à faire ça, pour nous, ça a été une très bonne chose. Et par ailleurs, à INRAE, on a des services donc budget et comptabilité qui ont l'habitude et donc qui peuvent aussi mettre du personnel à disposition pour une partie du temps pour la gestion des projets. Donc voilà, moi j'ai pu compter sur ça et j'en suis très reconnaissant. Du coup, juste si je peux me permettre, côté entreprise, du coup, Soitec, François Brunier constituer son consortium, trouver les partenaires, est-ce que c'était simple? Est-ce que c'est différent de quand on vient du secteur académique? Comment vous voyez les choses? Alors, effectivement, donc, il faut partir de la bonne idée.
il faut partager avec un maximum de personnes, que ce soit des financeurs, la DGE, la DG Connect, et puis ensuite, il faut s'appuyer sur les compétences des autres, enfin, voilà, des partenaires. Donc, je pars toujours des partenaires cœur, hein. Pour moi, c'est des partenaires historiques, entre guillemets. Il y a le CEA Leti, il y a ST, évidemment, ST Microelectronics en France. Et puis après, on a le Fraunhofer aujourd'hui en Allemagne, on a l'IMEC, ça c'est des partenaires cœur, on a Global Foundries, tout ça. Et ensuite, à partir de cette idée, donc moi ce que j'aime à faire en fait, parce qu'un projet c'est avant tout répondre à une stratégie interne industrielle de Soitec. Je rassemble les équipes de l'innovation à Soitec. Je rassemble les business units, les business devs, tous les différents dont j'ai besoin, et je fais la liste des partenaires qui veulent et ceux qu'ils aimeraient potentiellement atteindre, que j'ai pas encore dans mon horizon. Donc on les contacte, ceux qu'on a déjà, c'est facile, les nouveaux, on les contacte, on leur propose quelque chose, et ensuite, à partir de ce premier cœur, ils vont faire venir d'autres partenaires, etc. Par exemple, je fais venir Ericsson dans un projet, il ne peut pas venir seul. La Suède impose d'avoir 2-3 partenaires autour d'Ericsson, et ils viennent avec 2-3 partenaires qui vont construire le consortium suédois. Si je fais venir le Fraunhofer, évidemment, ils ne peuvent pas venir seuls. Ils vont venir avec Bosch, avec je sais pas, par exemple GF ou Infineon, et c'est là qu'ils construisent eux-mêmes leur écosystème. Donc c'est comme ça qu'on bâtit l'écosystème. Et après, je rebondis quand même sur ce qu'a dit Bruno. Il faut vraiment s'appuyer sur nos Work Package Leaders. Les Work Package Leaders sont essentiels, ce sont les réseaux. C'est pour coordonner ensuite le projet et faciliter ce projet, effectivement. Merci. Alors, juste Odile Abraham, dans votre cas, c'est un réseau de formation par la recherche. Du coup, on a envie de savoir, est-ce que vous avez intégré que des partenaires académiques, ou est-ce que vous avez intégré d'autres partenaires, ou est-ce qu'il y avait des spécificités dans votre cas? Donc, quand on a monté le projet, il nous a semblé qu'introduire des industriels, c'était vraiment un facteur positif pour décrocher un financement. Donc, nous, l'idée de départ, ça a été de se baser sur ce qui est le noyau dur, en fait, qui était plutôt académique, avec des responsables de Work Package qui avaient été invités avec les collègues de l'université Gustave Eiffel qui étaient impliqués dans le projet. Donc, sur les sujets que je ne maîtrisais pas, ils étaient allés chercher, on va dire, plutôt des pointures au niveau international avec qui ils avaient déjà des habitudes de collaboration ou des envies de collaborer. Et à l'aide de ces Work Package Leaders qui étaient tous scientifiques, on leur a proposé chacun d'aller chercher un industriel avec lequel ils souhaitaient travailler ou ils travaillaient déjà, en spécifiant bien sûr que cet industriel devait avoir envie aussi de travailler avec les autres académiques des autres pays, puisqu'on est censé faire un réseau où des étudiants voyagent de pays à pays, il fallait donc ouvrir à d'autres pays. Donc c'est comme ça que cela s'est passé. Et du coup, on a eu donc c'est un réseau de doctorants. Il y avait 12 thèses, il y en avait 8 chez des académiques et 4 chez des industriels qui avaient été invités par les Work Package Leaders, à qui on avait demandé aux Work Package Leaders d'aller chercher des industriels dans leur pays qui voulaient aussi bien collaborer sur nos sujets avec d'autres pays et échanger leurs étudiants, les faire voyager au niveau européen. Donc un noyau dur, oui, et plutôt sur les Work Package Leaders. D'accord. Ce que vous dites là, et finalement, c'est un peu les mêmes propos que j'entends. Il y a eu des études d'analyse des ESR, hein, donc les rapports d'évaluation écrits par les experts sur les projets, et puis des retours d'un certain nombre de coordinateurs qui montrent très clairement que un consortium doit avoir une certaine surface, et donc avec des académiques, des industriels, éventuellement des partenaires en lien avec la société civile si c'est d'actualité dans le projet. Et donc rechercher
vraiment une surface avec des partenaires, avec des profils différents, évidemment en justifiant pourquoi ils sont là, mais très clairement, c'est ce qu'on voit dans les projets qui sont acceptés et financés. Donc, il y a une certaine force. Et c'était intéressant de vous entendre, Odile Abraham, parce que ça n'allait pas forcément de soi quand on voyait sur un réseau de formation. Donc, c'est vraiment une très bonne question. Juliette, peut-être on passe à la suite, hein, sur le sujet suivant. Oui. Peut-être juste une chose sur ça. Il ne faudrait pas non plus qu'un consortium qui a peu d'industriels hésite à postuler, parce qu'il y a des domaines. Alors nous, on était sur un domaine c'était un projet de recherche et innovation sur des défis sociétaux, alimentation, santé, environnement, etc. Et par exemple, le domaine de l'environnement, voilà, côté des arbres, il n'y a pas forcément un tissu industriel très développé. Et donc, on peut parfaitement avoir un projet dans lequel on justifie la faible part des industriels en disant, il n'y en a pas tellement dans mon domaine, et le projet pourrait permettre de les accrocher. Et je pense à tel et tel industriel, donc nous on en avait 2-3. Voilà, il y a peut-être, on peut peut-être jouer là-dessus aussi quand il y a une faible articulation entre le domaine académique et le domaine industriel. Très bien, merci beaucoup. Peut-être passer ensuite à la question du budget que vous évoquiez tout à l'heure également. Donc, comment, pour ne pas avoir à rendre d'argent, comme vous disiez tout à l'heure, comment est-ce que vous y êtes pris pour définir le budget de votre projet? À quel moment a-t-il été défini? Donc tout ça, c'est des questions que je pense que beaucoup de gens se posent. Donc, Odile Abraham ou François Brunier. Oui. Alors pour moi, c'est une question assez simple parce que dans les réseaux ITN, le budget est proportionnel au nombre de mois de doctorants que l'on a. Donc il n'y a pas de discussion sur le montant qu'on va percevoir. Il est calculé de façon automatique avec des coefficients par pays. Et par contre, ce qui a été important dans le montage, c'est de discuter avec les partenaires avant le dépôt et avant l'acceptation de comment on allait faire de la mutualisation, parce que chaque partenaire reçoit un budget qui est calculé de façon automatique, et néanmoins pour la vie du projet, par exemple pour recruter le project manager qui est vraiment central dans l'animation du projet, il faut qu'il y ait une sorte de pot commun. Donc la notion de pot commun a été introduite dès le montage avec des pourcentages et des calculs où on expliquait aux gens, voilà, on va vous prélever tant pour financer ça, ça et ça. Et puis, donc vous en êtes d'accord, oui. Et puis bien sûr avec la clause que si tout l'argent n'était pas dépensé, il serait distribué en retour à la fin du projet en proportion. Ce qu'on a fait, il restait un petit peu d'argent et donc on l'a restitué en proportion de ce à quoi les gens avaient contribué. Donc c'est vraiment important d'en discuter avant, mais dans un projet ITN, c'est beaucoup moins. Je pense que c'est beaucoup plus facile que dans d'autres natures de projets, puisque les financements sont automatiques en fait. Et voilà. Merci. François Brunier, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ça? Alors c'est vrai que quand on commence à monter le projet, on a une phase de préparation. Alors il faut bien comprendre que l'idée, elle germe, mettons, en novembre de l'année 1, fin d'année. Ensuite, on commence à travailler et faire venir des partenaires, à communiquer. Et puis, on pose un PO, un Project Outline, donc une phase 1, généralement en mai. Et donc, en mai, il faut avoir fixé un premier budget. Donc, comment on fait? Eh bien, on demande à chaque partenaire de faire une proposition qui reste dans le cadre de l'appel. Généralement, on ne le demande pas au tout début parce que les questions financières sont toujours... déjà, il faut partir de l'idée technique, mais on le demande à peu près, je dirais, en mars, de faire une première estimation de budget, de voir où on atterrit et de faire cette estimation raisonnable sur la base de ceux qui veulent réaliser dans le projet. Et ensuite, voilà, on propose cette première version de budget. Alors effectivement, après, il faut être, comme je dirais, raisonnable, pas qu'un partenaire aille chercher 80% du budget.
qu'il y ait un équilibre budgétaire entre les pays. Des fois, j'ai des projets où il y a 7 pays, donc souvent, il ne faut pas qu'un pays ait 80 et 60% du budget, c'est compliqué après. Et puis après, bon, une fois que le projet est parti, il y a un suivi annuel de l'utilisation du budget, des ressources, et les partenaires qui n'utilisent pas la totalité du budget sont assez vite détectés. Au bout de la première année, on voit s'ils ont utilisé 5% du budget ou qu'ils n'ont pas démarré, ils ont des questions des autorités lors de la revue, etc. Et ils doivent essayer de justifier. Peut-être on peut faire un avenant à ce moment-là dans le projet pour essayer de reprendre cette partie non utilisée du budget et la redistribuer. Voilà. Donc après, c'est géré de façon très propre par l'Europe, par Excel. Parfois, il y a des partenaires, moi j'ai eu le cas, qui ont touché du budget et puis qui sont partis en faillite. J'ai eu un cas comme ça. Donc de banqueroute, et il avait trop touché. Donc là, il y a des fonds garantis qui sont positionnés par Excel pour pouvoir rembourser les partenaires qui sont partis en banqueroute. Voilà. Mais il faut rester raisonnable et équilibré dans l'approche budgétaire. Ouais. Merci. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à aborder, alors on va essayer de passer à la suite parce que je vois le temps qui file. On voudrait aborder la partie sur le montage et la rédaction en particulier. Alors en quelques mots, comment on fait pour la rédaction? Qui rédige? Comment on se répartit les tâches? On a entendu que tout à l'heure vous disiez on doit pouvoir compter sur les responsables de Work Package. Alors est-ce que c'est le coordinateur qui rédige? Est-ce que vous partagez la rédaction entre les responsables de Work Package, entre les partenaires? Comment vous y prenez? Bruno Fadi, on ne vous a pas entendu beaucoup pour le moment. Dites-nous un petit peu comment vous avez fait, vous. Donc, une fois qu'on avait identifié les responsables de Work Package, sur la base d'idées qui correspondaient bien à l'appel d'offres, donc ces responsables de Work Package écrivent, choisissent qui veulent avoir comme responsable de tâches. Alors, nous, on avait en gros 3 à 4 tâches par Work Package. C'était un projet de 4 ans, donc 4 tâches, une par an. Voilà, ça permet de faire aussi des répartitions budgétaires simple et compréhensible par tout le monde. Donc les responsables de Work Package écrivent, le coordonnateur écrit l'ensemble, met du lien, parle de la raison pour laquelle on fait, qu'est-ce qui a déjà été fait, les attendus, quel sera l'impact. Donc ça, c'est le boulot du coordonnateur. Alors bon, moi, j'ai été aidé, encore une fois, par Inra Transfer qui a l'habitude de rédiger dans un langage classiquement européen, on va dire. Voilà, il faut se référer aux grands enjeux européens aussi en termes de questionnement, d'impact. Et une nouvelle fois, il faut coller dans la rédaction à tout ce qui est écrit dans les 2 pages qui résument le topic. Merci. Odile Abraham, vous voulez nous en dire un petit mot sur l'écriture du projet? Oui, donc du coup, moi ça s'est passé comment? Donc il y a eu un premier draft que l'on a écrit avec les responsables de Work Package. Je confirme pour les parties impact, implémentation qui sont plus rédigées par le coordinateur. Et la première version du projet, je l'ai faite comme cela. Et ensuite, donc le projet n'a pas été financé la première année. Et ensuite, j'ai eu de l'aide de ce qu'on appelle la cellule Europe du presse de l'université à l'époque d'Angers-Le Mans, qui a vraiment amélioré cette rédaction pour être plus percutant et qu'on saisisse bien ce qu'on voulait faire et que le message passe mieux. On n'a pas du tout changé dans la deuxième version le programme de travail et ce qu'on voulait faire, sauf que ça a été écrit, on va dire, et relu
par des professionnels du dépôt de projets européens, et ça nous a permis de franchir la barre. Sur les aspects se situer par rapport à l'existant, au projet, etc., ça venait vraiment des responsables, enfin des work package leaders, et puis aussi de la biblio que j'avais pris un peu en charge d'aller chercher les bons termes dans les beaux codes, enfin dans les bons papiers, white papers. François Brunier, on aurait une question encore plus spécifique, un peu vu votre profil, qui serait sur la question de la gestion de la propriété intellectuelle. Est-ce que vous avez été confronté à ça, vous, dans votre projet, et auquel cas, comment est-ce que vous avez pu le gérer? Parce que c'est une question qui revient. Vous savez que la philosophie maintenant, c'est science ouverte, open publication, open science, open data, etc. Mais il y a aussi des fois des questions de propriété intellectuelle. Alors, comment on gère les deux? Est-ce que vous avez été confronté à ça? Oui. Alors oui, et c'est vraiment une bonne question ça, parce que comme j'ai dit, le sujet doit être stratégique. En tout cas pour Solitech, il doit être stratégique. Hein. On ne va pas s'amuser à faire de l'innovation, de la R&D, des projets sur des sujets non stratégiques. Donc, à partir du moment où il est dans le top 3 de nos priorités, il y a de la propriété intellectuelle, forcément. Donc, comme je l'ai dit, alors, en Europe, il y a un certain nombre de règles. Et grosso modo, dans un projet, quel qu'il soit, d'ailleurs, c'est toujours du donnant-donnant, c'est toujours du win-win. Hein, donc, il faut qu'on s'adapte à ces règles européennes pour pouvoir faire le projet, avoir du financement sur notre innovation, etc. Donc ce win-win-là, il est compliqué hein, des fois à comprendre par les juristes, par les services légaux, etc. Il y a toujours des gens qui vont renacler, hein, qui vont mettre des conditions, etc. Donc, comment ça se passe? Bon, déjà en 2 temps, comme j'ai dit, il y a une phase de préparation du projet qui est assez longue. Donc, faut voir hein, le projet. L'idée du projet est lancée 1 an avant le démarrage du projet, hein, quasiment 1 an. Dans cette phase-là, donc, dès le début de l'idée, on appelle ça l'analyse d'opportunité. On va réunir, enfin à Solitech en tout cas, hein, mais les services juridiques, financiers et techniques, hein, innovation, etc., pour discuter de l'idée et voir les risques qu'il y a à l'intérieur de l'idée. Hein. C'est surtout potentiellement des risques juridiques. Et ensuite, il y a une période de flou, donc on avance à flou. En commençant à discuter avec des partenaires pour bâtir la proposition. Ensuite, une fois que le projet est lancé, il y a généralement un NDA qui est déjà émis entre tous les partenaires, un Non-Disclosure Agreement qui permet d'échanger des choses entre nous. Et puis ensuite, on passe au PCA, Project Consortium Agreement. Il y a des moyens dans le PCA de protéger le background, ça c'est sûr. Alors, pour ce qui est de foreground, du partage de l'innovation qui va avoir lieu dans le projet, il y a des règles en Europe qui disent que ce foreground doit être mis à disposition des autres partenaires du projet qui font la demande à des raisons, à des prix de licence fair and reasonable. Donc ça, on doit s'y plier. Ça fait partie des règles. Après, au niveau du PCA, du Project Consortium Agreement, il y a toujours moyen, il y a moyen de restreindre ce foreground, d'échanger au niveau de la tâche. Néanmoins, comme les projets sont des projets de value chain, et en général, dans une même tâche, on réunit des partenaires qui sont sur les mêmes thématiques, donc potentiellement des concurrents, il y a toujours quand même des questions. Mais j'ai vu des grosses discussions au niveau des Project Consortium Agreement qui peuvent durer 6 mois pour être signés, voire 1 an. Mais généralement, on aboutit toujours à un accord. Et puis de toute façon, si on n'aboutit pas à un accord, on ne touche pas le financement et on doit arrêter le projet. Donc, ouais, c'est des bons exercices. Oui, c'est compliqué. Tout à fait. Alors, nous avons également pas mal de questions dans le chat sur la question du calendrier.
Alors, peut-être que vous pourriez nous dire un mot, Bruno Fadi, sur la question, par exemple, du rétro-planning. Combien de temps avant la deadline? Plus généralement, comment est-ce que vous avez anticipé au mieux le montage de projet et aborder cette question du calendrier de façon assez générale? Bruno. Donc, ouais. Bon, comme mon institut participe à l'écriture des projets en amont, nous, on savait déjà avant la publication des appels d'offres qu'on avait des bonnes chances que le topic qui nous intéressait allait être publié. Donc, on a commencé à discuter avec les partenaires avant. Au moment où le topic est écrit, donc nous, c'était un projet en 2 étapes. En gros, on avait 3-4 mois pour écrire la première étape et ensuite, entre la fin le dépôt de la première étape et la deuxième étape, il y avait à peu près 6 mois. Sauf que dans les 6 mois, il y a 2 mois pendant lesquels on ne sait pas si on a été accepté à la première étape, 2 ou 3 mois. Bon, donc il faut anticiper. La première étape, alors je ne sais pas pour Horizon Europe s'il y aura toujours des systèmes première et deuxième étape. Enfin, ceux que j'ai vus, c'était en un seul coup. Donc, il faut d'autant plus être prêt à l'avance, ne pas attendre que les topics soient publiés, essayer de savoir, bon, il y a, normalement, par les cellules Europe des différents instituts ou des partenaires, on arrive à savoir un peu ce qui va se publier. Il faut être prêt, il faut avoir un consortium déjà à monter. Il faut ratisser large de manière à ne pas se retrouver avec des projets en concurrence sur un même créneau. Donc, par exemple, dans le domaine forestier, nous, on essaye toujours de ratisser le plus large possible pour pas qu'il y ait 2 projets en même temps sur le même topic, sur le thème forestier, parce que sinon, il y en a forcément un qui passe pas. Voilà, donc il faut s'y prendre à l'avance. Moi, j'estime que pour la rédaction, au total, j'ai passé 3 mois à temps plein. Voilà, plus à peu près le même temps pour le partenaire INRA Transfer, la personne qui m'a aidé à écrire. Donc on y passe du temps à l'écriture, et il faut vraiment prévoir ça. Par ailleurs, on a aussi réuni les partenaires tous ensemble une fois, entre la première et la deuxième étape. Et les responsables de Work Package, moi, je les ai réunis 2 fois pendant la phase de rédaction. Voilà ce que je peux dire. Très bien, merci. Odile Abraham, je sais que vous devez nous quitter bientôt. Alors peut-être justement sur le même sujet, combien de temps avant la clôture de l'appel, est-ce que votre projet était effectivement ficelé en termes de partenaires et de contenu? Donc, pour la première soumission, on a démarré un an avant un an avant le dépôt. Le consortium a été fait très rapidement, on va dire en quelques mois. On a réuni effectivement les partenaires tous ensemble avec aussi un moment convivial pour que les gens se connaissent, échangent, etc. Ça, c'était important. Et puis après, on a rédigé, donc ça nous a pris 1 année. Et après, quand on resoumet, ça va plus vite. Sauf quand on passe par exemple d'un call à un autre. Donc nous on est passé de FP7 à H2020, donc ça a nécessité un peu plus de travail. Mais sinon ça va beaucoup plus vite si malheureusement on n'est pas pris la première fois pour soumettre ensuite. Mais pour la première soumission c'était 1 année. 1 année avec un consortium assez rapidement constitué. Alors je me permets, on a une question là qui nous demande quel coût pour la phase de rédaction en interne ou en externe. Alors je voulais en profiter juste pour faire un petit insert. Justement, il existe en fait des systèmes d'aide au montage de projets en France. Il y en a pour le secteur public qui sont financés par l'Agence nationale de la recherche, ça s'appelle le MRSEI. Qui est dédié au montage de projets. Vous postulez, c'est assez simple en fait, c'est juste quelques pages de rédaction de pré-projet. Et si vous êtes sélectionné, vous obtenez un financement qui va vous permettre de monter le consortium et de le réunir. Et éventuellement, en plus de payer à hauteur de 10 000 € un consultant si vous ne disposez pas de services là où vous travaillez, dans votre établissement, dans votre structure, qui peut vous aider en termes de support. Et puis, si vous êtes dans le secteur privé, il y a l'équivalent chez BPI France avec 2 outils de diagnostic qui peuvent aussi vous financer
la même chose en fait, monter son consortium et puis organiser des réunions. Je vous dis ça parce qu'il y a des webinaires qui présentent ces outils, hein. Il y en a eu un sur le MRSEI de l'ANR qui sera en ligne d'ici quelques jours, il a eu lieu hier, et les deux de BPI France, c'est aujourd'hui. Ils seront également en ligne si vous n'étiez pas inscrit. Donc ces dispositifs, hein, ils financent à hauteur de 20 à 30 000 euros, donc c'est quand même assez conséquent et ça peut aider effectivement à financer ça, parce que sinon, ça n'est pas un coût bien sûr éligible, hein, dans les projets, puisque le projet n'a pas encore eu lieu. Donc, sinon, c'est sur vos fonds propres que vous allez le financer, et c'est pas toujours évident de trouver quelques dizaines de milliers d'euros pour financer ce type de montage. Alors, je ne sais pas les uns et les autres si vous avez eu l'occasion de demander, de demander ce type de financement, ou si vous y avez eu recours ou pas. Je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous, ça a été le cas. Bon, en tout cas, c'est possible. Oui, Bruno, peut-être? Oui, moi c'était pas via l'ANR, mais c'était via un LabEx dans lequel mon labo était partenaire, donc le LabEx Agro à Montpellier, qui m'a aidé à hauteur de 10 000 euros. Donc pour réunir les gens avant et parler et se rencontrer, c'est bien. Sinon, ça fait une charge un peu importante pour la structure. Exactement. D'ailleurs, on nous fait remarquer dans le chat qu'il y a aussi des dispositifs régionaux. Alors, on nous cite l'exemple de la Bretagne. Pour les partenaires académiques, oui, tout à fait, hein. J'ai cité les dispositifs nationaux, mais il ne faut pas hésiter à vous tourner. Souvent, il y a des dispositifs très efficaces au niveau régional et qui sont souvent plus faciles d'accès ou à aborder et qui fonctionnent très bien. Donc, évidemment que c'est une question très importante. Et d'ailleurs, c'est bien parce que le thème suivant, c'était sur l'accompagnement. On voulait vous parler de l'accompagnement, comment se faire accompagner, comment trouver de l'aide. Donc ça fait une bonne transition. Peut-être, Odile, je sais que vous partez bientôt, vous voulez en dire un petit mot, puisque vous l'avez déjà un peu abordé tout à l'heure. Vous en avez parlé déjà. Oui, j'en ai parlé. C'est la cellule Europe. Ça a été vraiment un plus, déterminant de se faire aider pour la rédaction. Ça, c'est sûr. C'est ce qui a fait qu'on a passé la barre en fait, hein. Donc des gens qui savaient vraiment comment fallait rédiger. Donc qui nous ont dit, Sébastien Davy pour ne pas le nommer, en discutant avec lui, il nous posait des questions. Il n'était pas du tout compétent dans le domaine, hein, parce il montait plutôt des projets dans le domaine médical, et moi j'étais dans le génie civil, mais peu importe quoi. C'est vraiment grâce à son interaction qu'on a pu, je pense, rédiger quelque chose de beaucoup plus clair et qui est in fine passé. Et ça ne nous a rien coûté, voilà. Et puis le regroupement du consortium et les frais que ça a occasionné, ça avait été pris en charge par la direction scientifique de l'établissement. Et vous, peut-être Bruno Fadi ou François Brunier, est-ce que vous avez sollicité une aide extérieure pour vous aider dans le montage de projet, notamment pour la partie administrative? Oui. Oui. Alors moi, je suis dans le même cas que ma collègue, je dois partir dans 2 minutes. Donc, oui, et oui, c'est très utile, hein. Il faut utiliser les compétences des gens qui savent faire ça. Donc, pour moi, c'était INRAE Transfert. Voilà, c'est un peu le même cas qu'a présenté Odile tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut avoir des très bonnes idées, pour ce qui est de les mettre en forme, etc., il y a des gens qui savent faire ça mieux que nous. Et c'est une bonne chose de les avoir et de pouvoir utiliser leurs services. Donc je confirme, s'adjoindre l'aide de spécialistes du domaine, c'est une très bonne chose. Et en plus, chez nous, ils peuvent faire la gestion du projet après, donc c'était une bonne chose aussi. Côté Soitec, je ne suis pas le bon exemple parce que j'ai monté que des projets seul, avec le consortium et les équipes internes, hein. Néanmoins, je sais que y a des entreprises, hein, c'est pas donné, hein, c'est sûr, qui font ça extrêmement bien. Le dernier projet qui était managé par Bosch a été aidé par une entreprise allemande. Et effectivement, ils nous donnent les bons ingrédients. Après, c'est vrai que ne serait-ce que pour le coût d'un montage de projet, le coût humain et le nombre de mails échangés est juste phénoménal, hein, sur un projet Excel avec 36 partenaires comme le dernier l'année dernière. Si on fait le compte, c'est très, très cher en fait. C'est pour ça que quand il passe pas le projet, bon,
on a un petit peu la boule dans la gorge. Il faut pas lâcher l'affaire et le repositionner l'année suivante. Et généralement, quand une idée est prête et mûre, elle passe. Merci. Écoutez, on a encore quelques éléments qu'on va aborder sur la fin, mais je voulais en profiter pour remercier nos 3 intervenants pour ces échanges très riches. On a un petit peu débordé sur ce qu'on voulait. Ne partez pas, les participants, on a encore quelques éléments qu'on voulait vous donner. Néanmoins, merci beaucoup d'avoir participé à cet échange qui est vraiment très intéressant et c'est bien d'avoir des témoignages de gens qui ont vraiment monté les projets, qui les ont obtenus, qui les ont financés, qui sont enthousiastes et en plus qui continuent. C'est important parce que ça donne vraiment, ça ancre dans la réalité. Et puis le message, nous, qu'on peut poser en tant que ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, c'est allez-y, parce qu'on souhaite qu'il y ait un maximum d'équipes françaises qui se lancent à coordonner des projets parce que l'impact est bien supérieur lorsqu'on coordonne un projet que lorsqu'on est partenaire. Et c'est pour ça qu'on essaie de vous accompagner au mieux. N'hésitez pas à vous tourner également vers les points de contact nationaux, au moins dans la phase initiale. En particulier, identifier les appels, identifier les éléments qui peuvent vous intéresser dans votre projet. Et puis ensuite, on l'a vu petit à petit, une fois qu'il y a maturation du projet, vous vous tournez vers des structures d'accompagnement de proximité qui sont extrêmement efficaces, sachant que nous ne sommes pas dimensionnés au niveau du ministère pour soutenir à peu près 1000 projets par an qui se montent en France. On n'y arriverait pas. Mais par contre, voilà. Merci beaucoup pour ces témoignages. On vous dit à bientôt. Ne quittez pas, je vais reprendre le PowerPoint pour montrer juste 2-3 éléments de synthèse qu'on avait préparés. Au revoir, et merci. puis, Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, merci pour votre participation. Olivier, si vous voulez, je peux rester parce que j'avais prévu 1h30. Mais avec plaisir. Ah, super. Voilà, très bien. C'est avec plaisir. Alors, on va partagé, juste... hein. Ça sera l'occasion de discuter. Voilà, est-ce que vous voyez la diapositive de synthèse? Oui, très bien. Alors, donc on a préparé un petit peu cette synthèse sur les points clés à retenir pour réussir son projet. Et puis comme ça, on aura le plaisir de commenter ça avec vous, François. Du coup, sur les points clés. Alors, anticiper. Nous, on avait mis 6 mois pour le montage. Finalement, ça peut même être un peu plus. Il faut bien voir, pour bien comprendre le contexte, hein, le site Horizon Europe met en ligne les appels à projets, mais également les programmes de travail. Dès que les programmes de travail sont publiés par la Commission européenne, on les signale et on les annonce. Et un programme de travail, c'est sur une échéance de 2 ans. Donc, il ne faut pas hésiter à lire ces programmes de travail pour voir dedans ce qui est prévu dans les appels à venir. On n'est pas obligé d'attendre le jour de la sortie de l'appel pour préparer son projet, et ça serait même d'ailleurs pas une très bonne démarche. Et là-dessus, les points de contact nationaux sont là justement pour vous aider dans cette vision vraiment d'anticipation, c'est-à-dire que si vous envisagez un projet européen et que vous êtes un petit peu perdu dans les appels à projets, c'est là où il faut contacter le ministère à travers les points de contact nationaux et on vous aiguillera sur les bons appels et comme ça vous aurez le temps de les lire, d'y réfléchir et de préparer le montage. Alors sur la partie suivante, trouver l'appel qui convient, voilà, évidemment, à partir des programmes de travail, des appels qui vont sortir. Alors, se faire accompagner, donc je viens de le dire, les points de contact nationaux en amont, et puis, bien sûr, on l'a vu, les services Europe, les structures Europe de toutes sortes, elles ont des noms différents selon où vous êtes, les services de valorisation, des consultants, éventuellement, si ces types de structures n'existent pas. Participer à des événements de réseautage, c'est très important, de type brokerage, infoday. Je ne sais pas, François Brunier, vous avez participé à ce genre d'événements, par exemple? Oui, systématiquement. Dans la microélectronique, qui est mon secteur, il y a un événement qui est indispensable, c'est FX. Il a lieu en novembre normalement, et c'est une fois par an. C'est pour créer des réseaux, c'est le must. Après, en janvier, AENEAS, qui est l'organisation qui construit le Strategic Research Agenda. Aussi, ça c'est très important, le Strategic Research Agenda rassemble les topics clés sur lesquels il va falloir finalement appuyer nos projets. Organise un brokerage event en janvier, et puis on en a un aussi en juin.
Évidemment, ça c'était avant la pandémie. Aujourd'hui, c'est plus compliqué de faire du réseau face à face. Bon, on espère que ça va tous redémarrer. On espère tous que ça redémarre en fin d'année, mais voilà, c'est clé dans le montage. Oui, alors des brokerages. Alors, il va y avoir des infos juste là, les 19 et 20 juin. Il y a la Commission européenne qui organise les journées recherche-innovation. Il y a une 60aine d'ateliers thématiques. C'est en ligne, c'est facile, on peut encore s'inscrire, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Dans la foulée, il y aura des brokerages qui seront organisés évidemment en ligne, malheureusement pour le moment. Pareil, fin juin, début juillet, selon les différentes thématiques qui seront annoncées normalement pendant les infos day. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire pour présenter votre projet, pour rechercher des partenaires, vous faire connaître. C'est vraiment très important. Dans les autres points qu'on peut lister, il y avait choisir un coordinateur expérimenté. Hein, on l'a vu, c'est essentiel. Parce que pour le pilotage du projet, c'est vraiment indispensable. Alors, nous, on avait noté une image ou un schéma pour illustrer le projet. Est-ce que vous avez eu un recours à ça, Bruno? François, pardon. Un schéma. Ah oui. Est-ce que vous avez mis des schémas dans vos projets quand vous les avez rédigés? Ah oui, oui, c'est essentiel, ouais, tout à fait. Dans les projets que je bâtis, il y a 3 parties. Il y a l'excellence, qui doit expliquer comment la chaîne de valeur va travailler ensemble. L'impact, combien de jobs vont être créés, qu'est-ce qui va faire bénéficier aux entreprises et créer un avantage compétitif. Et puis après, il y a le détail technique, l'implémentation. Donc là, c'est les Work Package Leaders qui construisent cette dernière partie. Mais il y a des schémas partout, hein, au niveau de l'excellence. Si on fait pas des schémas clairs, des liens entre le début de la chaîne de valeur et la fin, comment vont avancer les partenaires ensemble, ça marche pas. Et puis pareil pour l'impact, hein, il faut bien illustrer le projet, éventuellement aussi avoir un logo assez vite, c'est important. Donc on a des gars qui adorent dessiner, au Fraunhofer notamment, et qui nous font des logos superbes. Mais il faut illustrer l'ambition du projet le mieux possible avec des slides au début et puis il faut que le message soit simple et visuel. Oui, le côté visuel est très important, je pense, pour la compréhension globale du projet. Donc ensuite, dans les points à retenir qu'on a mentionnés tout à l'heure, on a parlé beaucoup de la construction du consortium à partir justement de ce noyau dur de 3 à 5 partenaires. On nous a mentionné tout à l'heure que c'était bien de partir déjà avec un réseau européen pour avoir cette base européenne dès le départ. Donc ça, je pense que ça peut être quelque chose à privilégier également. Dans le choix aussi des partenaires, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas, François Brunier. Donc on en a voilà. déjà parlé pas mal, je pense, Ouais. effectivement, partir du noyau et puis avoir une encre en Allemagne notamment, une encre potentiellement en Belgique, Hollande, et voilà, c'est toujours un plus pour pouvoir après avoir un projet vraiment européen qui fasse intervenir plus de 3-4 pays, quoi. Oui, tout à fait. Et puis ça rejoint un peu cette question du choix des partenaires qui doivent être, entre guillemets, les meilleurs en termes d'expertise et de réputation, qui, je pense, apportent beaucoup au succès du projet. Donc veiller justement à cette complémentarité entre les partenaires et à ce côté pluridisciplinaire qui est essentiel pour la réussite d'un projet. Et puis également aussi tout ce qu'on a pu dire tout à l'heure par rapport au budget et à la préparation de ce budget en amont et comment répartir ce budget entre les partenaires. Et puis enfin, peut-être aussi quelque chose sur la gouvernance, vous pourrez peut-être me compléter, François Brunier, sur le pilotage un peu du projet, comment définir un peu cette gouvernance en fonction de l'envergure du projet. Je pense que c'est un élément essentiel aussi à la réussite d'un projet. Ah oui, tout à fait. Alors la gouvernance, des fois, au début, je faisais pas assez attention, mais c'est vrai qu'il y a
il faut bien définir le rôle de chacun avec l'expérience des projets passés, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, on peut affiner. Mais effectivement, il faut bien avoir une core team, des représentants nationaux. Puis bon, la Générale Assemblée, c'est l'organe décisionnel par excellence. Après, dans un projet, on peut avoir aussi des advisory boards, c'est-à-dire que ce sont si on n'a pas assez de partenaires, genre si on n'en a que 35, et qu'on aimerait faire venir Mercedes, Audi, Ford, Watt pour France Télécom pour valider, on a un lien avec un advisory board. Ils nous font une lettre et puis ils ne seront pas financés, mais on a aussi un lien avec eux. Voilà, les accès à la technologie sont très importants. Ça peut être problématique. Hein. Quand on a besoin de lancer un design dans une une unité de fabrication, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il faut qu'il y ait des gens qui soient haut placés dans certaines entreprises et qui permettent de faire avancer les sujets, sinon on prend du retard. Donc la gouvernance est très important et qui parle avec l'Europe, ça c'est très très important. Voilà. Olivier, je te laisse peut-être continuer avec ces derniers points clés et conseils afin de réussir son projet. Oui, bien sûr. Donc les derniers éléments, il y a eu la question, on en a parlé, hein, régler les questions de propriété intellectuelle, et puis bien sûr le faire savoir. Alors dans le projet, les processus qui sont en œuvre et puis les questions qui peuvent se poser. On l'a dit aussi, ne négliger aucun aspect du projet, hein, répondre à toutes les questions. Il ne faut pas qu'il y ait d'impasse, parce que ça se voit, et que les experts sont là pour détecter les failles. Donc, il faut qu'il y ait pas de failles. Et puis, il faut répondre à, notamment, travailler très fortement tout ce qui touche à l'impact. C'est très important. Et notamment répondre à la question de l'exploitation des résultats, la dissémination des résultats. La commission est très très sensible sur ces questions-là, de plus en plus avec en plus les questions de sciences ouvertes et à la fois pour les données, pour les résultats et l'exploitation future des données et des résultats du projet. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument anticiper et bien travailler. Les experts nous disent qu'il faut avoir une rédaction simple, claire, concise et sans jargon, parce que il faut savoir que les experts évaluateurs ont une journée pour lire votre projet. Ils sont payés un petit peu moins que ça d'ailleurs, mais en gros, ils sont payés par la Commission européenne pour passer une journée sur votre projet. Donc, il faut vraiment que le projet soit pas trop complexe à comprendre, sinon ils vont pas le comprendre, et s'ils le comprennent pas, ils le financeront pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, vraiment travailler sur la rédaction, et on l'a vu, faire relire le projet par d'autres personnes. Alors, je sais pas. Quelle était votre expérience, vous, François? Comment vous avez fait relire ce projet? Est-ce que c'était des collègues? Est-ce que c'était des consultants? Est-ce que c'était des partenaires? Comment vous avez géré ça? Oui, alors effectivement, on avait payé un consultant pour relire un projet qu'on a déposé en 2016. Ensuite, généralement, comme la proposition est en ligne, une semaine avant le dépôt, on est sur le polishing, hein, sur le polissage de la proposition. Et les partenaires du type Ericsson, du type ST, voilà, vont avoir chez eux l'expert qui a déjà été reviewer européen et qui va le lire, voilà, qui va nous faire des corrections intéressantes. Ça c'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus. Il faut vraiment du temps de polishing sur la fin, effectivement, pour que le message soit clair. Moi, je dis toujours, utiliser la simplicité. Il faut rester simple dans les messages. Je dis toujours keep it simple and short, pas stupide comme aux États-Unis, mais c'est KISS, voilà. Donc, il faut rester aller au point directement.
et pas tourner autour du pot, et puis le faire le plus simple possible dans le wording. Après, on aime ou on n'aime pas rédiger, mais il faut vraiment prendre du temps pour améliorer la rédaction. C'est clé. D'accord, écoutez, merci, je crois que ça fait une belle conclusion, hein. Il faut se donner du temps, il faut bien travailler son projet et puis s'entourer des meilleurs partenaires possibles, relire vraiment pour qu'il n'y ait pas de failles et qu'on identifie les questions qui ne seraient pas bien travaillées. Merci beaucoup, merci encore pour la participation à ce webinaire. On espère que ça aura donné des idées, des clés pour la rédaction de vos futurs projets. Les appels à projets sont en train de sortir. Les informations sont sur le site horizoneurope.gouv.fr. On sait qu'il y a un peu de flottement avec la publication des programmes de travail qui sont en train d'être adoptés en ce moment. On a beaucoup de questions sur les dates de publication. Suivez l'information, c'est presque du temps réel sur le site Horizon Europe. Je ne peux pas vous donner la réponse pour toutes les dates parce que tous les appels sont en train de sortir en même temps. Il y en a des centaines, donc c'est pas possible de répondre dans le chat. Ouais. Mais allez regarder le site Horizon Europe. Dès qu'on a des informations consolidées officielles de la Commission européenne, on les publie. Ne croyez pas les rumeurs, croyez ce qui est publié sur le site ou sur le site de la Commission, parce que ça part dans tous les sens actuellement. Et référez-vous à ça, contactez les points de contact nationaux. Il y a un formulaire de contact sur le site Horizon Europe, c'est très facile. Vous pouvez indiquer à quel PCN vous écrivez et pourquoi vous écrivez. N'hésitez pas, faites-le. Merci beaucoup pour avoir suivi ce webinaire. Il sera publié sur le site, comme tous les autres, sur la page Horizon Europe, en accès libre. Il n'y a pas besoin de code. Dès qu'on peut, on les publie. Alors, ça peut prendre quelques jours, donc soyez patients, mais allez regarder régulièrement. Et vous les retrouverez, ceux-là et tous les autres, même si vous n'étiez pas inscrit, vous y aurez accès. Merci beaucoup et puis bon courage et bonne rédaction. Merci à tous. Merci. Et merci beaucoup à vous, Bruno, François Brunier, d'être resté pour cette fin de présentation. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée.